Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des cas d'études les plus fascinants de l'histoire industrielle, le genre d'histoire absolument incontournable pour tout étudiant en gestion ou futur leader. On parle d'un homme qui a littéralement balayé d'un revers de main les dogmes capitalistes du court terme au XXe siècle, François Michelin. Loin, très loin des manuels classiques qui ne jurent que par la rentabilité immédiate, on a affaire ici à un dirigeant qui a conquis le monde entier sans jamais y perdre son âme. Comment a-t-il fait ? Eh bien, en misant tout sur l'innovation technique pure et sur une vision profondément morale du leadership. Le seul patron après Dieu, c'est une maxime qui lui collait à la peau. Bon, dit comme ça, on pourrait se dire « Waouh, quelle arrogance !» Le cliché de l'ego du grand patron tout-puissant, non ? Mais la réalité est tout autre. Pour lui, cette phrase n'était absolument pas un passe-droit ou un privilège. C'était une responsabilité morale écrasante. Ça signifiait que le dirigeant n'est pas le propriétaire des hommes et des femmes qui travaillent pour lui. Il n'est qu'un simple intendant. Un intendant qui doit rendre des comptes à une force bien supérieure. Et c'est vraiment la pierre angulaire de toute son approche. Alors, voici le plan de notre masterclass. On va commencer par l'apprenti patron, enchaîner sur la révolution radiale, puis on analysera son modèle social. On verra ensuite la vision à long terme, la conquête mondiale qui en a découlé, pour enfin terminer sur un héritage atypique. Bref, tout ce qu'il faut pour comprendre comment une philosophie basée sur la dignité humaine a carrément pu bâtir un empire mondial. Première étape de ce parcours hors norme, l'apprenti patron. Forgé directement dans la sueur de l'atelier, il faut savoir que pour comprendre cet homme, il faut d'abord regarder du côté de sa jeunesse. Il devient orphelin très tôt, et cette perte tragique va forger chez lui un esprit ultra résilient et surtout une immense méfiance envers les vanités et le prestige superficiel parisien. Du coup, son entrée dans l'entreprise familiale en 1951, ce n'est pas exactement le tapis rouge. Au lieu de s'installer dans un beau bureau, il passe 4 années entières à travailler incognito, sous le faux nom de Jean Callier. Il commence comme ajusteur sur les pneus poids lourds, à s'écorcher les mains sur le métal, puis il devient confectionneur à l'usine de Catarou, au rythme éreintant des 3-8, et finit même chauffeur-livreur. La leçon de leadership ici est limpide. Pour diriger, il faut impérativement comprendre le bruit et la vérité physique du travail manuel. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la révolution radiale ou la guerre contre l'obsolescence. C'est vraiment là que notre cas d'école devient passionnant. Parce que François Michelin n'a pas juste géré une boîte, il a mené une véritable croisade technique pour imposer une innovation qui respecte la nature physique des choses. À cette époque, tout le monde roule sur ce qu'on appelle le pneu diagonal. Ce sont des nappes de tissu croisées qui génèrent d'immenses frictions et qui s'usent à une vitesse folle. Et face à ça, le pneu radial propose des nappes perpendiculaires stabilisées par une ceinture d'acier. Mais attention, ce n'est pas qu'une prouesse d'ingénieur, c'est surtout un refus moral, net et catégorique de l'obsolescence programmée. Pourquoi fabriquer un produit qui s'use vite juste pour en revendre, alors qu'on peut préserver les ressources avec un produit qui dure ? Prenons un exemple technique super précis, le pneu Michelin XAS sorti en 1965. C'est littéralement le tout premier pneu asymétrique au monde. L'ingénierie avait démontré un fait tout bête. Les contraintes physiques subies par un pneu ne sont pas du tout les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur d'un virage. Logique, non ? Donc, ils ont conçu un pneu avec un côté spécifiquement taillé pour évacuer l'eau et l'autre côté optimisé pour accrocher le bitume. Et c'est ça, son leadership. Une obsession absolue pour la vérité scientifique. On oublie le blabla marketing, seule la preuve par la physique fait foi. Et les résultats physiques de cette obstination sont dingues. On parle d'une réduction monumentale de la consommation de carburant de près de 15%. 15%, sans compter que la durée de vie de la gomme est doublée, voire triplée. Alors évidemment, pour beaucoup de concurrents à l'époque, créer un pneu qui ne s'use quasiment pas, c'était perçu comme un suicide commercial. Mais pour Michelin, c'était juste la preuve tangible que la vérité technique finit toujours, inévitablement, par créer une immense valeur pour la société. Passons maintenant à notre troisième point, le modèle social, centré sur la dignité humaine. Au-delà de l'acier et du caoutchouc, il y a la gestion humaine. Un système certes paternaliste, on va pas se mentir, mais d'une efficacité redoutable. L'entreprise était conçue comme une véritable communauté. Autour des usines, on trouve tout un écosystème incroyable, les fameuses cités Michelin. On y trouvait des écoles, des cliniques médicales, une mutuelle ultra généreuse, des logements dignes pour sortir les ouvriers des taudis industriels et même de grosses infrastructures sportives avec l'ASM. C'était un peu un capitalisme partenarial avant l'heure, où la manufacture agissait presque comme un mini-État-providence, garantissant la sécurité de la naissance jusqu'à la retraite. Tout ça reposait sur une conviction profonde. L'homme n'est pas une ressource, il est la finalité. Et ça a des conséquences très concrètes. Par exemple, le refus catégorique d'utiliser les licenciements comme une variable d'ajustement pour faire gonfler les marges. Jamais. Il privilégiait toujours le dialogue direct, charnel, sur le terrain. Cette approche permettait souvent de contourner les syndicats extérieurs et a maintenu une cohésion tellement impressionnante que l'entreprise est restée un véritable roc, même en plein cœur de la tempête, des grèves de mai 68. On arrive à notre quatrième section, la vision à long terme, ou comment défier Wall Street.
Alors, comment une telle entreprise industrielle a-t-elle pu résister à la volatilité dévorante des marchés financiers de la fin du XXe siècle? Eh bien, la réponse se trouve dans sa structure juridique. La société en commandite par action, ou SCA. Pendant que le reste du monde cédait peu à peu à la dictature des actionnaires, les yeux rivés sur les résultats trimestriels, Michelin, de son côté, imposait la dictature du temps long. En gros, la commandite verrouillait totalement le pouvoir opérationnel dans la famille. Résultat, aucune ingérence possible des marchés, ce qui protégeait le financement de la recherche sur des cycles de plusieurs décennies. Il y a une métaphore mécanique de lui qui résume ça à la perfection. Le profit n'est que le carburant nécessaire au voyage, jamais la destination. C'est brillant. Le succès financier n'a jamais été un but en soi. C'était juste un outil, un carburant indispensable pour servir la communauté humaine, pérenniser l'outil de travail et financer le progrès technologique. C'est d'une modernité absolue. Surtout aujourd'hui, on redécouvre tous la nécessité d'un capitalisme durable. Ce qui nous amène naturellement à la 5e partie, la conquête mondiale et la redoutable stratégie Greenfield. Faut pas croire que cette philosophie est restée sagement cantonnée en province française. Regardez cette chronologie, c'est une véritable offensive planétaire. En 1973, c'est le lancement aux États-Unis avec cette fameuse stratégie Greenfield. Le concept, construire des usines littéralement en partant de zéro pour y transplanter la rigueur et la culture auvergnate sans aucun compromis sur la qualité. Et ça marche fort. Dès 1977, la marque détrône Goodyear sur les pneus de camions américains. Ensuite, c'est l'expansion en Asie en 1987, puis la gigantesque acquisition d'Union Goodrich en 89. Le résultat final ? En 1990, l'entreprise devient le numéro 1 mondial incontesté, une victoire totale de la qualité sur la spéculation. Enfin, abordons notre 6e et dernière partie, un héritage atypique face à l'épreuve du temps. Les dernières années de cette gouvernance vont malheureusement être marquées par une série de tragédies personnelles inimaginables. Après avoir passé avec succès le relais à son fils Edward en 1999, le destin frappe violemment. Edward disparaît tragiquement lors d'un naufrage en 2006. Et quelques années plus tard, c'est la jeune veuve, Cecilia, qui décède à son tour. Face à ces drames absolus, le vieux patriarche a maintenu une dignité silencieuse, stoïque, profondément soutenue par une foi inébranlable. Toute la puissance de cette résilience se trouve dans cet état d'esprit. Nous ne sommes que des serviteurs. Et c'est précisément cette humilité institutionnelle qui a permis à l'entité corporative de survivre à une telle crise de leadership. L'entreprise, conçue comme un grand corps collectif dépassant largement les individus, a tenu bon. C'était l'ultime preuve de la robustesse morale et structurelle du système qu'il avait lui-même façonné. Et pour conclure cette analyse, on va se poser une réflexion toute simple mais redoutable. Et pourquoi pas ? C'est d'ailleurs le titre du seul et unique livre écrit par François Michelin, mais c'est surtout un défi lancé à chaque étudiant, à chaque futur dirigeant. Pourquoi on ne remettrait pas en question les dogmes financiers actuels ? Pourquoi ne pas bâtir des entreprises véritablement durables, centrées sur la vérité physique et vouées au temps long ? L'histoire incroyable de cet empire nous prouve noir sur blanc que cette troisième voie n'est pas une simple utopie. C'est une réalité industrielle éclatante qui a carrément changé le monde. À méditer, non ?